Monsieur Mélenchon. On recule s'il vous plaît, on s'arrête. On est avec toi Jean-Luc, on est avec la France Insoumise. On est avec vous. Nous sommes là, tous là, les 6 convoqués, et plusieurs autres, comme vous le voyez. Nous sommes là pour faire entendre nos arguments, déterminés, persuadés que tout ça est hors norme, disproportionné depuis le début, y compris cette convocation bien évidemment. Merci, c'est désormais dans le territoire que ça va se passer. Merci. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ils ont déclenché ces campagnes judiciaires parce qu'ils ne savaient pas par quel bout s'y prendre pour m'abattre. Je ne sais toujours pas ce qu'on me reproche. Army intelligence analyst Chelsea Manning was sent to jail Friday for... La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quedó inculpada el martes de asociación ilícita y fraude. A federal grand jury has indicted WikiLeaks founder Julian Assange on 18 Sergei Udaltsov, opposant à Vladimir Poutine, a été arrêté ce matin par les policiers. Avec lui, l'ex-président du Brésil, Lula, a été à nouveau condamné dans son pays pour corruption. Le 17 novembre et le 17 décembre dernier, il y a eu plus de 4500 personnes gardées à vue. 3 ont été condamnés en appel, dont M. Kirant. Alors, la France Insoumise est visée par 2 enquêtes préliminaires, l'une dans l'affaire des assistants parlementaires européens avec des soupçons d'emploi fictif et l'une sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Le but du lawfare, tel qu'il est en tout cas conceptualisé, c'est la paralysation ou l'élimination d'un adversaire politique. C'est ça le lawfare. On instrumentalise la justice. Pourquoi la justice? Parce que la justice, elle est réputée être quasiment, disons, on y projette dans la justice les plus belles choses de l'humanité, les plus belles valeurs de l'humanité. Donc c'est intouchable, c'est quasiment, j'ai envie de dire, religieux la justice dans une société. Lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Le lawfare est une forme plus sophistiquée d'attaque politique que les attaques politiques du passé. Dans beaucoup de contextes, le temps des grosses dictatures et des grosses répressions physiques est révolu. Les persécutions maintenant contre les politiques, contre les lanceurs d'alerte, contre les anciens dirigeants sont de plus en plus sophistiquées et cette sorte de pacte incestueux entre une justice politisée et puis ensuite les médias qui jouent leur rôle est ce qui permet le lawfare. Ce lawfare est au service d'un projet idéologique qui est le néolibéralisme. Estos sistemas se arman no solamente por cuestiones económicas o de oposición interno-política, sino para imponer modelos económicos y sociales de sojuzgamiento. Siempre fue así. Le lawfare n'est pas strictement latino-américain, il peut exister sous des formes diverses et variées.
plus ou moins graduelle, plus ou moins brutale ou atténuée dans des configurations diverses. Et ce qu'on voit arriver en Europe, de ce point de vue-là, doit effectivement interpeller et en tout cas être connu, parce qu'on voit maintenant que la justice, elle participe de plus en plus souvent dans la vie politique. Lawfare is most classically used by the powerful against the weak, used by states against political enemies, used by not only the state, but used by corporations against people who get in the way of enterprises. La réponse politique de ces oligarchies un peu partout, y compris en Europe, face, disons, au tumulte et aux tensions qui se multiplient dans la société, c'est en fait de serrer le jeu. C'est d'avoir la mise en place progressive d'une réponse politique et une forme de libéralisme autoritaire, et qu'on voit en France. Très clairement, on le voit en France arriver, on le voit à travers le niveau des répressions de la contestation sociale, je pense aux gilets jaunes, on le voit par plein d'aspects, vraiment le niveau de répression est quand même plus que préoccupant, on le voit un peu partout là-dessus, donc c'est ce libéralisme autoritaire. Une des expressions ou une des modalités d'application de ce libéralisme autoritaire, c'est la judiciarisation des rapports sociaux et politiques. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 19 septembre, Jean-Luc Mélenchon devant la justice Mélenchon est jugé à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bobigny, 1 an après la perquisition. Il est accusé d'intimidation sur un magistrat. D'intimidation, de rébellion et de provocation pour des incidents survenus lors de la perquisition menée en octobre au siège de la France Insoumise. Le film de l'actualité politique, il tourne autour d'un parti, d'un homme. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise sont les suites de cette perquisition houleuse à son domicile dans les locaux du mouvement La France Insoumise. Accusation portée contre une justice aux ordres, une affaire qui s'est invitée au Palais Bourbon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a poussé le coup de gueule de trop? Le 16 octobre, c'est le chaos. C'est le chaos collectivement et c'est le chaos, en ce qui me concerne, aussi personnellement. C'est le chaos collectivement, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce que c'est que 4 ou 5 procureurs, vice-procureurs, substituts du procureur, 100 à 120 policiers sur l'ensemble du territoire, pour une opération qui, en tout état de cause, ne concerne que des gens installés dans la vie, dont les principaux responsables ont déjà un long bout de vie, sans histoire. Alors on va être sérieux. Ce qui est arrivé ce jour-là, c'est-à-dire perquisition, mobilisant une centaine de personnes, avec des forces de police mobilisées, ce qui est logique et normal, avec des parquetiers fort nombreux, je crois qu'il y en avait une bonne douzaine, etc. Venir dire que ça a été décidé sur un coin de table par un procureur, c'est une blague. C'est se moquer du monde. Une telle affaire contre un des dirigeants d'un des premiers partis d'opposition, avec cette ampleur, avec l'émotion que ça va provoquer, n'a pu être décidée, organisée qu'au niveau de la place Vendôme. C'est absolument impossible que la ministre n'ait pas été au courant. Et si elle n'était pas au courant, c'est une faute très grave. Parce que perquisitionner le président d'un groupe d'opposition, ça ne nuit pas à la perquisition, ni à l'effet de surprise, que le ministre soit au courant. Qu'il ne le soit pas est extraordinaire. Le garde des Sceaux est garant d'un certain nombre de procédures et de libertés. Le président de la République aussi. Je ne suis pas, pardon de le dire, parce que c'est mal vécu par ceux qui l'entendent parfois, je ne suis pas une personne comme une autre à ce moment-là. Je suis le président d'un groupe d'opposition. Je suis un député. Ces mots-là ont un sens. C'est apparu, ou en tout cas aux yeux de la défense, potentiellement comme étant plus qu'une opération judiciaire, peut-être une opération politique. Lorsque justement le parquet, plutôt que d'utiliser des méthodes entre guillemets douces, a utilisé des méthodes qui sont dignes de la criminalité organisée pour aller interpeller, perquisitionner les membres de la France Insoumise, ou en tout cas les prestataires et les proches du candidat Mélenchon, alors que les questions qu'ils avaient à leur poser ne concernaient que des comptes de campagne, pas un trafic de drogue ou un trafic d'êtres humains.
Le 16 octobre 2018, une douzaine de procureurs et plus de 80 policiers perquisitionnent 17 lieux, dont les sièges de la France Insoumise et du Parti de gauche. 22 proches du leader de la France Insoumise sont auditionnés par les policiers de l'OCLIF, la brigade financière. Cette opération de grande ampleur, qui a mobilisé la quasi-totalité des effectifs de cette brigade, est sans précédent. Jamais aucun homme politique n'a vu tout son entourage ainsi perquisitionné et auditionné en un temps record. De quels éléments disposait alors le parquet général pour mener une telle opération ? Aucun élément probant de l'aveu même de la procureure Catherine Champrenault. L'enquête, c'est l'enquête préliminaire. C'est une enquête qui vient après un signalement, une dénonciation, et donc il faut, dans un premier temps, faire des vérifications. À l'inverse, si nous ouvrions tout de suite une information, on pourrait dire que tout de suite, on considère que nous avons des indices graves ou concordants qui pourraient entraîner une mise en examen. Ça serait quelque chose qui irait certainement trop vite et qui serait disproportionné, là, pour le coup, aux éléments dont nous disposons. Pourquoi alors un tel dispositif ? 2 éléments sont à l'origine de cette opération. D'un côté, le parquet a ciblé les assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon au motif d'enquêter sur la réalité de leurs fonctions. De l'autre, les procureurs ciblent 2 prestataires de la campagne présidentielle pour financement illicite de partis politiques dans le cadre de l'élection présidentielle. Tout part d'une dénonciation de la députée européenne du Front National, Sophie Montel. Marine Le Pen, empêtrée dans des affaires d'emploi fictifs européens, utilisera alors cette députée pour dénoncer 16 de ses collègues eurodéputés, parmi lesquels Yannick Jadot. Mais Jean-Luc Mélenchon ne figure pas dans cette première liste. Ce n'est qu'en juin 2017 que Sophie Montel ajoutera son nom à la demande expresse de Marine Le Pen. Vous maintenez ces accusations contre la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ? De ma part, il n'y a pas d'accusation. Il y a eu un signalement auprès du procureur de la République et un signalement auprès de l'OLAF. Effectivement, j'ai parlé de plaisanterie, mais j'ai parlé de plaisanterie à l'encontre du Parlement européen. J'ai trouvé que le Parlement européen n'était pas sérieux. Voilà, et elle me met en cause pour mes attachés parlementaires, en disant Monsieur Mélenchon utilisait ses attachés parlementaires au parti et pas en tant que député. S'occuper de Jean-Luc Mélenchon est une tâche à temps plein. Vous pouvez le demander à tout le monde autour de moi. Donc elle fait ça pour démarrer. Jean-Luc Mélenchon a été candidat à l'élection présidentielle en 2017. Sa campagne a duré 16 mois et a coûté aux contribuables un peu plus de 6 millions d'euros. C'est la campagne la plus longue et la moins chère. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était chargée de vérifier les comptes de tous les candidats. Elle est présidée par le haut fonctionnaire à la retraite, François Laugereau. Le 13 février 2018, il a validé officiellement les comptes de Jean-Luc Mélenchon. Au contraire du compte d'Emmanuel Macron, il n'a relevé aucune irrégularité. Ce n'est qu'un mois plus tard que le président Laugereau décide de signaler au parquet plusieurs comptes de campagne. Dans la foulée de ce signalement, il verra son salaire augmenter de 57%. Le parquet classera sans suite le signalement concernant Emmanuel Macron. Et la presse annoncera, en mai 2018, l'ouverture d'une enquête préliminaire contre Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi avoir signalé le compte de Jean-Luc Mélenchon ? Au point de départ, c'est un autre membre de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne, Jean-Guy de Chalvron, qui a déclenché une polémique. En novembre 2017, il démissionne avec fracas de la commission et exprime des griefs nombreux et incohérents. Je vous rappelle que j'ai démissionné de mes fonctions de rapporteur parce qu'on ne suivait pas mes prescriptions. Bon, ça, c'est un problème ancien. La commission a validé les comptes. Bravo. Ils ont pensé qu'ils étaient justifiés. Mais alors pourquoi, le 16 mars, c'est-à-dire 2 mois après avoir validé les comptes, ils portent plainte ? Il y a quand même un vrai problème de fonctionnement de cette commission, mais j'y suis pour rien, moi. Il y avait une anomalie fiscale. Une société, une association liée plus ou moins directement à Mélenchon ne payait pas de TVA, alors qu'elle devait en payer. On a écrit au fisc en disant « Dites, voilà, on a fait ceci et cela avec cette association, est-ce qu'on doit payer la TVA ?» Comme fraude, on fait mieux que d'aller poser la question. Donc, on leur a posé la question, et ils ont mis, je crois, 18 mois à nous répondre. Jean-Guy de Chalvron trouvera l'oreille attentive d'un journaliste, Sylvain Tronchet, employé de France Inter. En l'espace de 10 mois, ce journaliste publiera 3 sujets sur Mediascope, accusant la société de communication et sa dirigeante de surfacturation.
Incapable d'apporter la moindre preuve à ces accusations, il finira par reconnaître. Alors, ce qui, en fait, peut poser des problèmes de donneur d'ordre, de conflit d'intérêts, etc. Est-ce que c'est illégal ? Potentiellement, ça peut provoquer des irrégularités. En soi, c'est pas illégal. Non, en soi, c'est pas illégal. C'est totalement légal, ça ne pose absolument aucun problème. Ce qui est parfaitement légal. Parfaitement légal et plutôt classique. Voilà. Dans les deux affaires, les accusations sont portées publiquement et sans preuve. Pourtant peu fiables et tous adversaires politiques de la France insoumise, ces 4 accusateurs, Sophie Montel, François Laugereau, Jean-Guy de Chalvron et Sylvain Tronchet, ont offert au parquet le prétexte espéré pour ouvrir une enquête contre le candidat Mélenchon. Il y a une décision qui a été prise au plus haut niveau. Voilà, il faut les mettre en cause. De quoi dispose-t-on ? Il y a l'affaire des comptes de campagne qui sont des problèmes techniques d'une autre nature, qui relèveraient à mon avis d'autres compétences. Et puis il y a cette histoire des assistants. La décision de les joindre, qui est une décision bizarre, ne serait-ce que chronologiquement, qui est une décision très bizarre, de joindre 2 affaires qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, c'est une décision destinée à lancer le filet le plus large possible. Par la force des choses, il y a un rapport avec le contexte politique et judiciaire du moment. Parce que sinon, le hasard est trop incroyable. Quel hasard ? Comment se fait-il que la perquisition a lieu le jour où on change le ministre de l'Intérieur ? Ça a lieu quelques jours après que le ministre de l'Intérieur ait démissionné à cause de l'affaire Benalla. Donc le pouvoir a l'air d'être pris jusqu'aux oreilles dans cette histoire de Benalla, dans lequel il multiplie d'ailleurs les erreurs et les passe-droits absolument incroyables. On a appris que M. Benalla on lui avait dit « Est-ce qu'on peut perquisitionner chez vous ?» M. Benalla dit « Non, j'ai pas les clés. » Est-ce qu'on peut venir le matin ? Oui, venez, mais plutôt en fin de matinée. Et quand la perquisition a lieu, il manque un coffre-fort. C'est-à-dire, il y a un côté ubuesque qui commence à sentir mauvais et à peser lourd sur le pouvoir de M. Macron et de son gouvernement. Et l'évidence de la collusion de ce pouvoir avec la justice est tellement évidente, et elle est d'autant plus évidente par la protection dont bénéficient les voyous qui entourent Macron. La lenteur avec laquelle est instruite l'affaire Benalla, Madame Pénicaud, bien évidemment elle devrait être mise en examen pour délit de favoritisme, tout ça, protection, tranquille. Donc, cette protection, jointe à l'utilisation, à l'instrumentalisation de la justice contre l'opposition politique, fait que dans l'opinion publique, on commence à comprendre. Et effectivement, lorsqu'on voit le classement sans suite du dossier lié au compte de campagne de Monsieur le Président Macron, et qu'à l'inverse, ont été poussés et médiatiquement et judiciairement sans raison juridique valable, puisqu'encore une fois, le dossier est complètement vide, les comptes de campagne de Monsieur Mélenchon, on peut effectivement se poser la question de savoir si le parquet choisit ses affaires en fonction de ce que voudrait ou de ce qu'il pense que voudrait le pouvoir. Il y a des pays où la justice est plus ou moins indépendante, mais c'est évidemment, le leur faire, par définition, un manque d'indépendance de la justice. C'est une justice qui se plie à la volonté des puissants et qui joue un rôle dans la mécanique du pouvoir des élites d'un pays et qui joue un rôle clairement politisé au lieu de jouer un rôle autonome et indépendant. They knew themselves 3 days before they indicted him that they didn't have the evidence sufficient to show his guilt, but they just decided they were going to go forward anyway because they knew they had a judge, in Judge Morrow, now Minister Morrow, single-mindedly devoted to the goal of imprisoning Lula, and not just imprisoning him, but doing so in time to make him ineligible to run for 2018's election. Il y a un pacte entre les différents pouvoirs traditionnels au Brésil, donc les médias, les grands patrons de droite, les grands partis de droite, et aussi certains secteurs très puissants du pouvoir judiciaire, de la justice, qui s'accordent pour éviter le retour au pouvoir de Lula, par exemple.
qu'à partir du moment où on est dans une société où les juges deviennent en fait et remplacent, les acteurs politiques élus par la souveraineté populaire, et qu'à partir du moment où le juge sort de son rôle pour entrer dans la vie politique et arbitrer des conflits directement politiques, il y a un dysfonctionnement qui commence. D'un seul coup, le juge se voit, pourvu d'un nouveau pouvoir. Ce pouvoir, c'est que si le juge, par ses enquêtes, par les éléments qu'il a pu constituer, a un doute sur votre culpabilité, alors vous l'êtes coupable. Même s'il n'y a pas de preuve matérielle qui établit cette culpabilité. Il n'y a pas de preuve de la corruption de Lula. Donc c'est exactement le même mécanisme. C'est ça que nous sommes en train d'essayer de démontrer. Non pas moi, Jean-Luc Mélenchon, ni Lula tout seul, mais l'ensemble des signataires et des gens qui sont incriminés. En fait, on a remplacé la preuve par le soupçon. Le soupçon permet d'arriver à toutes les dérives de tous les régimes autoritaires et totalitaires. Ils ne se basent pas les sanctions sur des preuves et des faits, mais sur des soupçons. En fait, la dérive totalitaire et autoritaire est assumée à l'heure actuelle vers quelque chose qui peut être encore plus grave, et c'est marqué noir sur blanc dans le code de déontologie de 86. Il y avait un rappel, nous sommes des défenseurs des institutions de la République, et maintenant nous sommes devenus défenseurs des institutions, sans précision lesquelles, et des intérêts nationaux, qui sont donc définis par les gens qui sont au pouvoir. Donc ce glissement sémantique est très important, parce que du coup on passe d'une police qui sert l'intérêt général, avec le sous-entendu là, on sert les intérêts des gens qui dirigent, qui peuvent aller contre l'intérêt populaire, ce qui est plutôt le cas en ce moment. Les enquêtes de police peuvent être orientées avec des consignes politiques à partir, parce qu'en fait les policiers normalement, quand ils font des enquêtes judiciaires notamment, dépendent du parquet. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous la hiérarchie administrative de la police, ils dépendent de la justice. Par contre, les commissaires de police, malgré qu'ils aient pas de rôle à jouer sur ce côté officier de police judiciaire, ils rappellent mais c'est moi qui vais gérer ta carrière en fait. Donc peut-être que tu es indépendant sur ton dossier, mais si tu veux ta mutation ou ton avancement, il va falloir quand même réfléchir aux ordres que je te donne. Maintenant, avec une double sanction, c'est que des fois le parquet n'est pas aussi indépendant qu'on pourrait le croire, et que le parquet lui aussi prend ses ordres en plus haut lieu avec des pressions sur certains dossiers pour les enterrer ou pour les regarder ailleurs. C'est-à-dire que pour un policier de terrain qui veut faire son travail correctement, entre les pressions du côté du parquet, voire du juge d'instruction, et de sa hiérarchie policière sur sa carrière, c'est compliqué de pouvoir faire son travail en conscience et surtout juste correctement pour la manifestation de la vérité, comme on dit dans le code pénal. La justice est aussi dans une relation endogamique avec le pouvoir. Sociologiquement, ce sont les mêmes qu'on va retrouver à l'ENA, qu'on va retrouver à l'ENM. Alors, pas les mêmes qualités personnelles, pas les mêmes caractères, mais ce sont les mêmes personnes. Et dans les hiérarchies qui se mettent en place, parce que c'est un corps hiérarchisé, la magistrature. Elle est totalement dépendante de ce pouvoir, mais elle est dans une relation de connivence avec ce pouvoir. La question, c'est aussi, est-ce que ce pouvoir politique a le moyen de faire dire à la justice ce qu'il a envie de dire. Évidemment, il y a les décorations, il y a les promotions, il y a la hiérarchie. Le parquet n'est rien d'autre que le bras armé du gouvernement. Le parquet est hiérarchiquement soumis et hiérarchiquement relié à la ministre de la Justice, qui est elle-même soumise au Premier ministre, qui lui-même répond au président. Donc le parquet n'est rien d'autre que le bras armé de l'État et du gouvernement dans le système judiciaire, de l'exécutif dans le système judiciaire. Qui a décidé, dans le cadre de l'enquête préliminaire, de lancer ces perquisitions au domicile de Jean-Luc Mélenchon et de ses différents bureaux? C'est le procureur de la République. François Molins? C'est le procureur de la République. De Paris. Il y a un procureur, des procureurs adjoints, des vice-procureurs, des substituts. Les perquisitions du 16 octobre 2018 ont été décidées, organisées et supervisées par François Molins, procureur de Paris. D'après une information du journaliste Marc Andevelde, François Molins a participé en 2017 à l'élaboration du programme Justice du candidat Emmanuel Macron. Il est placé sous l'autorité de Catherine Champrenault, la procureure générale. En 2015, elle était nommée à ce poste par Christiane Taubira sur les conseils d'une autre ministre socialiste, Ségolène Royal, dont elle fut la conseillère.
Avec Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, passée du Parti socialiste à Macron, ils affirment ne pas avoir travaillé ensemble pour décider et organiser les perquisitions. Étonnant quand on lit cette circulaire du ministère de la Justice datée de 2014. Le garde des Sceaux doit être renseigné sur les procédures ayant un retentissement médiatique national ou encore nécessitant une adaptation de l'organisation interne du parquet. Des critères qu'un homme aussi expérimenté que le procureur Molins ne pouvait ignorer. Le pouvoir politique était-il informé à l'avance de ces opérations de police ? Bien entendu que non, et je le dis avec la plus extrême fermeté et solennité. Donc le parquet de Paris était seul avisé de tout ça avec l'Office central, et je pense que les conditions dans lesquelles effectivement ça s'est passé, c'est la preuve vivante effectivement de l'indépendance de la justice et de son impartialité dans ce dossier. Vu l'ampleur de l'opération des perquisitions, il est ubuesque de penser que François Molins ait tout organisé sans en parler à sa hiérarchie. Pourtant, il ira même jusqu'à prétendre que la procureure Champrenault aurait découvert l'opération le matin même. Ces perquisitions, nous n'en avons parlé à personne. Personne n'était au courant. Personne. Ni la ministre de la Justice, ni même ma procureure générale qui a été avisée par SMS le jour des perquisitions à 7h15. Difficile de croire ces propos. Madame Champrenault aurait ignoré que les 80 policiers de l'Oclif, la brigade financière, s'apprêtaient à passer toute la journée du 16 octobre à perquisitionner des opposants politiques dans 17 endroits dans tout le pays. De plus, ce sont des procureurs, parmi les plus hauts gradés, qui ont été dépêchés sur le terrain. Parmi eux, Christophe Perruot, qui se rend au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Il pose aussi avec le ministre brésilien du gouvernement fasciste de Bolsonaro. Jérôme Marie, un autre procureur, supervise la perquisition de la France insoumise, accompagné de Guélène Pella, qui affiche publiquement son soutien à Emmanuel Macron, et de Marie Pessis, nommée juge depuis. Ingrid Dervaux, nommée procureure en septembre 2018 après un passage en cabinet ministériel, et Nicolas Barret, un ancien conseiller ministériel socialiste, perquisitionnent tous deux chez Mediascope. Ces personnalités sont choisies avec soin par le pouvoir politique et souvent, leur nomination fait polémique, car elle met à mal la séparation des pouvoirs et contredit l'apparence d'indépendance et d'impartialité de la justice. Nous, on nous demande d'être capables de séparer nos idées politiques de notre travail, alors même que notre travail, il est politique. Est-ce qu'eux, ils sont capables de le faire ? Moi, je crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Et pour le coup, le procureur qui a mené l'enquête au moment des perquisitions, lui, il est lié au pouvoir politique. Il y est lié. C'est-à-dire que ces perquisitions sont des perquisitions politiques parce que le mec, c'est un proche de Macron. Tout ça nous inspire évidemment énormément de méfiance et évidemment une volonté de passer à un système juridique, judiciaire, qui nous permet au moins d'avoir accès au dossier. C'est pour ça que nous avons demandé à ce que soient désignés des juges d'instruction. Même le juge d'instruction qui est nommé pour notre enquête, qui est censé être indépendant, lui, si on regarde bien, il a participé à la construction du programme Justice de François Hollande via la fondation Terra Nova, qui est plutôt proche de la Macronie que du PS. Il a signé des tribunes pour Christiane Taubira, pour soutenir Christiane Taubira. Donc on est en droit de s'interroger sur son degré d'indépendance vis-à-vis de structures qui sont celles qui ont donné Hollande et qui ont fait aussi émerger Macron. Je crois qu'à cette étape, il faut bien se dire que, en fait, finalement, ce qui peut définir aussi le lawfare, c'est la mise en place et la normalisation, en fait, d'une forme de justice d'exception. Dans le cas de l'Équateur, ce sont des prisons préventives qui sont décidées par des juges avant même qu'il y ait une inculpation. Donc, il y a une accusation, et pendant que l'investigation est en cours, on met les gens en prison. Además de la prisión preventiva, el juez ordenó la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas bancarias. Les gens peuvent être en prison pendant plusieurs mois avant qu'il y ait une inculpation, des poursuites judiciaires formelles. Donc ce qui se passe en Équateur, et ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est que les politiques partent du pays, s'exilent. Donc tous ces gens se retrouvent à l'étranger et ça permet évidemment au gouvernement de gouverner sans opposition. Donc c'est ça l'autoritarisme du lawfare.
c'est se débarrasser de nos positions de la façon moins répressive possible, c'est-à-dire on n'est plus dans le registre des années 60-70 où en Amérique latine on a eu des grosses dictatures militaires avec des exécutions en masse, etc. On est dans une autre logique, une logique beaucoup plus postmoderne, beaucoup plus néolibérale, beaucoup plus sophistiquée, qui est une logique de persécution judiciaire et de persécution médiatique pour que les gens ne fassent pas de politique, pour que les opposants soient écartés, soient à l'étranger, aient peur. On peut, d'un seul coup, avec des motifs tout à fait mineurs, on peut, en gros, vous faire un procès qui aboutit à aller en prison. On n'est pas hors du droit. C'est qu'on a une interprétation très extensive du droit, d'une manière radicale, extrême, mais qui, de toute façon, en dernière analyse, est celle du juge qui n'a plus de limite à son pouvoir. C'est ça le problème. Sur cette affaire-là, non, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi sans vergogne. C'est-à-dire que on a quelqu'un d'important, on fait toute une opération lourde, on viole les libertés, on perquisitionne, on prend toute une série d'informations, de choses qui auraient dû être sous embargo vis-à-vis de cette perquisition, hein, et ensuite on vient dire mais tout ça était parfaitement normal. Ça témoigne, mais maintenant il y en a d'autres, ça témoigne d'un niveau de mépris des libertés publiques et des libertés politiques que j'avais pas rencontré jusqu'à présent. Quand je m'oppose à ce qu'on m'empêche d'entrer chez moi, la loi est de mon côté. La loi est de mon côté. Je suis chez moi. Nul ne peut empêcher un parlementaire de faire ce qu'il a envie de faire dans ce pays. Un parlementaire peut débouler à Bercy, demander des documents. Il peut aller visiter une prison sans prévenir le directeur de prison. Il peut rentrer dans un commissariat en disant « je veux voir les locaux de garde à vue ». Il peut aller au Mesnil-Amelot voir le centre de rétention administrative des étrangers. Il a ce droit-là. Il ne nous reste pas grand-chose du parlementarisme en France, mais il nous reste au moins ça. C'est que oui, la personne des parlementaires n'est pas soumise aux règles qui sont les mêmes que les individus qui ne le sont pas. Mélenchon dénonce, 1, la violation du secret de l'enquête dans une procédure qui est non contradictoire, puisque c'est une enquête préliminaire. 2, un journalisme de PV. 3, il laisse entendre que nous aurions acheté ces informations, qu'il y a forcément contrepartie données aux personnes qui nous ont fourni ces informations. La France entière a eu accès au dossier. La France entière a eu accès au PV, a pu lire les PV qui ont été faits par les policiers, ont pu voir les scellés, les photos des scellés, alors que tout ça est couvert en théorie par le secret de l'instruction, et que si la France entière a pu voir ça, nous, les avocats de la défense, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas accès au dossier. Sortir un PV d'audition, à l'heure actuelle, c'est assez facile, hein. On prend son smartphone, on fait les photos et puis c'est sorti. Dans ce cas-là, on n'est plus sur des intérêts particuliers ou des personnes qui sont dans une autre option politique en disant bah voilà, moi j'aime pas Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il représente, donc je vais sortir le PV. Ou alors ça arrangerait le pouvoir que ça sorte, mais ils peuvent pas le sortir officiellement, je vais le sortir à la place de l'institution. Et curieusement, sur ces PV-là, il n'y a pas vraiment d'enquêtes qui sont menées de savoir d'où ça sort, quoi. Nous ne pensons pas que ce sont les policiers qui donnent les PV d'audition. Nous pensons que ça se passe dans la sphère de la dite justice. Que c'est à cet endroit-là, parce que les fuites commencent quand les documents arrivent dans le circuit de la justice, pas avant. Alors, est-ce que je les en crois capables? J'avoue que je suis très troublé, parce que tout ça a beaucoup modifié ma perception de beaucoup de choses auxquelles je croyais, et auxquelles je crois plus vraiment maintenant, parce que ce que j'ai vu, c'est pas de la police, c'est autre chose. Police politique, il y en a une en France. Ça, on l'a dénoncé depuis le début, c'est l'IGPN. Ça, c'est une police politique parfaitement aux ordres, qui blanchira le pire des crapules. Si jamais elle sert le gouvernement, elle sera blanchie. Et s'il y a besoin de sacrifier quelqu'un à l'opinion publique, innocent ou pas, ce sera pas la question. Ce sera, on va le jeter en pâture et l'IGPN fabriquera un coupable. Pourquoi Corbière s'énerve et hurle sur ce policier? J'ai rien contre lui, mais parce que ça fait 10 minutes que je demande que ça se passe dans le calme et que je le vois jeter au sol une militante qui accessoirement a porté plainte à l'IGPN, et hier on a appris que la plainte a été rangée. Toutes nos plaintes subissent une lenteur judiciaire et administrative peu commune. Les plaintes à l'IGPN sont suivies, mais à un pas de sénateur, si j'ose dire, et surtout avec l'explication que potentiellement on ne pourra pas faire grand-chose. Cette enquête, elle dure depuis 14 mois. Nous avons d'abord subi 7 mois d'enquête préliminaire, et quand je dis subi, c'est parce qu'il faut savoir que dans l'enquête préliminaire, la défense n'a pas accès au dossier.
n'a pas d'interlocuteur avec qui il peut discuter, et donc est à la fois sourd et aveugle. Voilà pourquoi, au bout d'un moment, on est obligé de se poser des questions sur un agenda caché ou des pensées cachées, avec peut-être beaucoup de paranoïa ou peut-être beaucoup de réalisme. Hola, estoy en mi casa de Calafate. Llegué anoche procedente de Capital Federal y bueno, esta casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá, no para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persécution, fondamentalement. La police est venue chez moi un dimanche matin à 6h du mat avec toute la sûreté territoriale, 6-7, le responsable de la sûreté territoriale qui menace de défoncer la porte au bélier. Bon, tu peux t'attendre à une répression, mais tu te dis merde, je me bats contre les suppressions d'emplois, pour un service public de qualité. Voilà, on n'est pas dans une situation où le pouvoir risque de vaciller par notre grève. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion totale par cette répression d'État qui s'impose à toi. On n'est pas forcément prêt à ça quand on est en garde à vue et que ça dure toute une journée. Et que le chef d'inculpation, c'est une dégradation alors qu'on a occupé dans la nuit du 14 juin au 15 juin le siège de la Poste, que la police était là et que nous a pas embarqué, elle a fait juste un contrôle d'identité, que jamais je me suis soustrait à n'importe quelle convocation de police. On comprend aisément que c'est une volonté d'exercer une pression et d'essayer, parce que cet État, nos patrons ont une vision en fait un peu comme ils fonctionnent eux. Ils pensent que un mouvement ne tient que sur une tête, ils pensent que ce sont des individualités, et donc ils se disent on coupe cette tête et on casse le mouvement et on casse la logique. Mais en réalité, la démonstration qu'il y a eu dans le cadre de cette garde à vue, c'est bien le contraire. C'est que cette tête n'est que le reflet d'un mouvement plus large qui est enraciné dans notre camp social, et que en réalité, lorsqu'on tape sur cette tête, et ben ça touche d'autres personnes. Et je crois que c'était ça le test qui était fait au moment de ma garde à vue. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7h du matin chez moi, ainsi qu'au siège du parti, le parti de gauche, ainsi que au siège de la LFI. Il y a ici plein de monde chez moi. Le jour où je suis perquisitionné, ma première réaction, c'est la stupeur. D'abord, je comprends pas ce qu'on me veut. Je comprends pas que c'est une perquisition. Des gens tapent à la porte, crient police, j'ouvre la porte, surgissent une addition de personnes qui se trouvent en file, parce que l'escalier de chez moi est étroit. Ils rentrent comme ça dans la maison, 8 personnes, avec des gilets pare-balles. Chez moi, ils sont arrivés à 7h30 du matin. Je venais juste de me réveiller, on est vraiment dans un état de perplexité, on comprend rien, pour vous dire l'absurdité de la situation, quoi. Donc je leur ouvre et il y a 4 mecs hyper grands, hyper baraques, qui rentrent avec armes à feu, gilets pare-balles, et qui s'installent, ils commencent à déplier leur machin, ils me disent voilà, vous êtes perquisitionnés dans le cadre de votre rôle d'assistant parlementaire pour Jean-Luc Mélenchon. Donc je dis ok, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Vraiment, on est dans une situation où on se sent un peu perdu. J'ai à côté de moi les amis qui arrivent. Voici Younous Omarji qui est avec moi. Ne laissez pas une seule seconde croire qu'on puisse nous intimider. Quand j'arrive, je suis sidéré, parce que j'arrive chez le président du groupe parlementaire de l'opposition. Et voir autant de policiers dans son domicile, des magistrats, mais aussi des hommes en armes, ça m'a beaucoup choqué. Quand je comprends que c'est une perquisition, je trouve ça tellement énorme. Je voudrais quand même rappeler que je suis président d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, et pas n'importe lequel. Par conséquent, c'est un acte d'une violence absolue. Et je sais très bien qu'il n'est justifié par rien. Quand j'arrive chez lui, il est en fait un peu sonné, très calme. Il laisse la perquisition se dérouler dans les conditions normales, sans s'y opposer.
Vous voyez, je ne me soustrais pas à la loi, elle s'applique. Les gens fouillent chez moi et je ne dis rien. Il me reste qu'une chose, ma dignité de parlementaire et d'homme politique. Et maintenant, je me défends avec la seule chose que je peux faire, protester. Dans l'ensemble des pays européens, immédiatement, l'analyse qui est faite par mes collègues de tous les groupes politiques, qu'ils soient de droite, les libéraux, les Verts et la gauche européenne, est de dire qu'il y a une instrumentalisation, un recul. Les gens sont très choqués par le recul de l'état de droit, parce que l'opposition, dans une démocratie, elle est sacrée d'une certaine manière. Et dans le monde, voir ainsi des policiers dans le domicile du leader de l'opposition parlementaire, c'est quelque chose qui choque énormément. Beaucoup de mes collègues m'interrogent en réalité, non pas sur ce qui fait l'objet des perquisitions, mais m'interrogent sur la situation des libertés en France, sur le régime, le pouvoir macroniste, sur la manière dont Emmanuel Macron se comporte vis-à-vis des uns et des autres. Donc c'est ça qui fait l'objet des inquiétudes. On a beaucoup montré les images de ce qui s'est passé rue de Dunkerque, mais en réalité, c'était pour occulter le fait que sur le fond, il n'y avait rien, aucune charge, rien qui justifiait un tel déploiement de forces de police un beau matin ou le jour même de la constitution du gouvernement chez Jean-Luc Mélenchon, chez beaucoup de camarades et à la France insoumise. C'est pas le premier politique évidemment à avoir été perquisitionné. Vous avez eu l'affaire Fillon qui a donné lieu à des perquisitions. Vous avez eu l'affaire Sarkozy que Franck connaît bien où il y a eu des perquisitions, des attaques, des trucs, etc. Un des grands arguments des éditorialistes en plateau pour expliquer, pour condamner la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Et pour expliquer que cette perquisition était tout à fait légitime, c'est de dire que tout le monde y a eu droit, des tas d'hommes politiques et de personnalités politiques y ont eu droit, de tous les bords, y compris dans la majorité La République En Marche, Alexis Collère et Richard Ferrand ont été perquisitionnés, et puis Marine Le Pen, et puis voilà, donc, tout le monde y a eu droit, donc c'est normal de se faire perquisitionner, éventuellement par 100 policiers dans 10 lieux en même temps, donc faire une énorme opération comme ça, c'est tout à fait normal. Du coup, ce qui choque les commentateurs, c'est que Jean-Luc Mélenchon en soit choqué. Donc, a priori, tout le monde adore les perquisitions, sauf Jean-Luc Mélenchon qui s'y oppose. Nous, on respecte la loi, l'ordre, la justice, la police. Si vous voulez faire une perquisition, vous perquisitionnez. Mais nous, on est dedans. Je sais très bien que ce serait quelque chose d'inacceptable d'interrompre une perquisition, donc j'essaye pas de l'interrompre. J'essaye d'en devenir témoin pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils m'empêchent d'entrer. Si les procureurs avaient voulu que ça se passe bien, c'était assez simple. Ils sortaient sur le palier, ils se présentaient, déjà, parce que c'est compliqué de savoir qui est qui exactement. Aujourd'hui, entre un commissaire de police, un substitut du procureur, on voit pas bien, on sait pas, les gens se présentent pas dans cet endroit, alors que chez Jean-Luc Mélenchon, tout le monde s'était présenté à son domicile. Là, personne se présente, personne ne vient nous voir. Aucune autorité ne vient nous voir. Le policier, lui, a un ordre du procureur. Donc on est dans la logique. Il s'y oppose parce qu'il a un ordre du procureur et dans le cadre d'une enquête préliminaire, il doit obéir au procureur. Mais là, en plus, les policiers sont confrontés à une scène où il y a 25 personnes, et c'est d'ailleurs pour ça que le procureur a dû sortir se présenter à Jean-Luc Mélenchon, faire rentrer Jean-Luc Mélenchon et me faire rentrer moi comme président de l'Air du Peuple pour discuter avec nous, pas se cadenasser en disant personne ne rentre. Mais moi, la question que je me pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils veulent pas que je rentre ? Et pourquoi ça m'inquiète ? Mon intention n'est pas d'empêcher la perquisition, c'est de m'assurer, alors qu'on ne fera pas là-dedans comme on a fait chez moi.
Parce que chez moi, personne m'a rien demandé. Et on a pris tout ce qu'il y avait dans mon ordinateur. Donc je me dis, ils sont en train de faire la même chose au siège du mouvement. Mais au siège du mouvement, il y a quelque chose dont je suis moralement responsable. C'est le fichier. 500 000 noms. 500 000 noms de personnes qui ont soutenu ma candidature. Quand ils ont signé, ils m'ont pas dit, Monsieur Mélenchon, vous pouvez donner mon nom à la police et au juge. Donc, moi, je veux m'assurer qu'on n'est pas en train de me prendre le fichier, parce que ça serait un abus de pouvoir. Cet abus de pouvoir, il a été commis dans cette journée, donc j'ai bien raison de me méfier. Parce qu'en même temps, il y a une perquisition au siège du parti de gauche, et au parti de gauche, ils ont pris le fichier, 10 000 noms. C'est la première fois dans l'histoire de la République, en tout cas de la Ve République, qu'un fichier d'adhérents d'un parti est pris. Je crois qu'il y a une chaîne de commandement défaillante. Les chefs sont chez Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ont voulu peut-être faire les malins et se présenter, alors que la vraie perquisition difficile allait être au 43 de Dunkerque. Tout le monde le savait. Enfin, comment est-ce qu'un procureur ou un commissaire de police peut imaginer un seul instant qu'un parti ou un mouvement politique va se faire piquer, copier son fichier d'adhérents et les logiciels qui lui servent à travailler sans rien dire? C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont là? On ne sait pas ce qui est saisi. Manuel Bompard ne peut pas savoir. Donc monsieur estime qu'il n'a pas à nous dire ce qu'il prend. Bon. Messieurs, vous partez avec ce que vous voulez, c'est ça en fait. Ce n'est pas très normal du point de vue de la procédure. D'accord? Et après, sur le plan de la morale, c'est extrêmement discutable. Il ne peut pas être respecté dans ces conditions. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est violent, qu'il a séquestré des personnes, qu'il a commis des violences sur des cadres, eh bien, ça légitime en fait la violence de l'État. Et y compris, ça donne une possibilité à la police de pouvoir se déchaîner. On est rentré sans effraction dans le ministère du Travail pour voir notre ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui avait autorisé, qui était quand même à l'origine de notre grève depuis près d'un an. Alors qu'on était en train de discuter avec le cabinet interministériel de quel rendez-vous on pouvait avoir, les CRS sont venus. Ils nous ont évacués avec une énorme violence. Mais ce qu'on entendait, puisque les passants ne comprenaient pas, ils voyaient des postiers habillés en postiers qui étaient rentrés au ministère du Travail se faire expulser avec une énorme violence. Moi, très particulièrement, c'est 30 personnes, 30 CRS qui sont jetés sur moi pour m'appréhender, comme si j'étais un énorme terroriste. Mais ce qu'entendaient en fait les passants, ce qu'entendaient les collègues, c'était pour justifier cet acte. Mais il est violent, vous savez pas, en fait, il est extrêmement violent, pour permettre de légitimer. Moi, je me considère pas violent, je me considère déterminé. Ce qui est clair, c'est que on va pas baisser la vue face à la police, on va pas baisser la vue face au patron et on va pas baisser la vue face au gouvernement. La semaine où vous m'interviewez, il y a eu un incident très grave. Il y a eu une fête de la musique et à 4h30 du matin, les policiers sont venus disperser les jeunes gens qui étaient là dans un usage totalement disproportionné de la force, si bien que 14 de ces jeunes gens sont tombés dans la Loire. Et il y en a un qui n'est jamais réapparu. Et qu'a fait le ministre de l'Intérieur? Il a demandé une enquête. Ce qui veut dire que c'est pas plus grave qu'un sujet d'enquête. Pourtant, il y a peut-être mort d'homme et pour la famille, c'est tragique et terrible. C'est donc un système qui est en train de se refermer dans la violence, dans l'autoritarisme, dans les abus de pouvoir de toutes sortes, et qui bénéficie du caractère, bienveillant de l'accompagnement médiatique qui le rend possible. Autrement dit, c'est la complicité des médias qui rendent les abus de pouvoir possibles. Ça, c'est en fait absolument acquis, à mes yeux. The third dimension of lawfare is what one would think of as externalities. That is to say, the environment that is created in order to use the weaponry of the law against your opponents. And these classically these days are the media capture, also sometimes, of course, corporate capture of the state itself, which often is one of the deepest collaborations of all. Of course, state and capital basically using the law together, which means
using the media, capturing the media. After all, we have no neutral media. On est dans un monde de post-vérité. Donc ce qui est important, c'est pas de prouver qu'une personne est coupable ou n'est pas coupable. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la suspicion publique portée sur une personne politique. Alors il faut déjà comprendre qu'en Amérique latine, les médias étaient un secteur politique très très important et lié à la plutocratie latino-américaine. C'est-à-dire les médias étaient en fait souvent des extensions du grand capital financier. Donc par exemple en Équateur, sur les 5 chaînes nationales, 4 étaient des propriétés des grands banquiers. Les médias exercent, et on le voit aujourd'hui au Brésil, on le voit en Argentine, on le voit en Équateur, une sorte de vengeance contre ces dirigeants pour, coûte que ces dirigeants ne reviennent plus au pouvoir. Eu penso que haverá dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. Su principal instrumento para mantener a los gobiernos más ineptos y corruptos, para aplastar todo vestigio de progresismo, para calumniar, para matar reputaciones, se llama prensa. Le lien entre les médias et la justice en période de lawfare sont effectivement des liens, disons, de connexion et d'interdépendance permanents. Il y a de tous les cas de figure qui passent. Il y a des médias qui lancent des affaires, qui sont reprises par les juges et qui leur permettent de justifier l'ouverture de leur procédure spéciale. Les rapports entre la justice et les médias sont marqués par ce point de départ. C'est-à-dire que ça va se déclencher, lorsque le commanditaire aura pu lancer son opération, ça va se déclencher par les médias d'abord. D'abord, quand Mélenchon dit il y a eu un moment où seuls mes comptes à moi étaient disponibles et consultables. C'est vrai ou pas? Oui. Mais alors pourquoi? Alors parce que c'était le compte sur lequel il y avait le plus de demandes des journalistes. Donc la commission a décidé de l'anonymiser en premier et de le mettre à disposition en premier parce que c'était celui sur lequel il y avait le plus de demandes. Ah là, je suis stupéfait. Ça veut dire qu'en fait, c'est les médias qui font l'agenda de la commission. En tout cas, c'est la commission qui décide de se plier à l'agenda des médias, on peut voir ça comme ça. Donc ce sont les médias qui vont lancer l'opération, la concurrence entre eux, le fait de vouloir faire de l'audience. Il n'y a pas obligatoirement de l'inimitié ou de la méchanceté vis-à-vis de Pierre-Paul Jacques ou vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est qu'une fois qu'il y en a un qui a commencé, on va être dans la surenchère, on va être dans le tous pourri qui est un marché tout à fait porteur. Manifestement, certains journalistes étaient informés du calendrier des policiers, du calendrier des perquisitions, du calendrier des investigations. Et nous le savons puisque ces journalistes ont eu la bonne idée de nous prévenir parce qu'ils souhaitaient des interviews, ils souhaitaient des réactions. Et donc, à travers ces demandes d'interviews ou de réactions, nous avons compris, et certains l'ont dit même ouvertement, que les perquisitions allaient arriver. Notre enquête, on l'a commencé depuis très longtemps et on a bouclé le livre une dizaine de jours avant l'affaire des perquisitions. C'était pas calculé. Lui criera au grand complot comme d'habitude, mais nous on est sortis juste après qu'il y ait eu les perquisitions et qu'on n'avait pas vu venir. Il y a aujourd'hui un mode de fonctionnement qui viole la loi française lourdement et qui est à mon avis une corruption et fait par les services de police et par les magistrats, tout le monde le sait. Donc il y a un système qui est un système profondément pervers et qui fait que celui qui se retrouve mis en cause est confronté à un lynchage, mais très difficile, parce qu'il ne peut pas colmater, c'est impossible. Il va y avoir tel journal qui va dire ceci, tel autre journal qui va dire cela. Dans une démocratie, surtout lorsqu'on prône la présomption d'innocence, cette collusion entre parquet, police, journalistes est forcément néfaste, puisqu'à partir du moment où les journalistes sont manifestement alimentés par le parquet ou par la police, ils ne publient que des éléments à charge et que des éléments qui sont liés à l'accusation. Ça n'existe pas en France, il n'y a pas de journalisme d'investigation.
Personne n'investigue rien du tout. La vérité, c'est qu'ils prennent des pièces qui arrivent de chez les procureurs, qui arrivent de chez les policiers, ils publient ça, et des fois ils disent, grâce aux documents que nous nous sommes procurés, alors on ne sait pas comment ils se sont procurés. Ça devrait normalement susciter de la part de leur hiérarchie une question. Toute cette affaire de la relation des personnes qui s'occupent de ces questions avec la police et les magistrats devrait soulever débat. Mais pas où on peut avoir ce genre de débat? C'est impossible, puisque c'est eux qui font les comptes rendus, c'est eux les médias, c'est eux qui racontent. En politique, il n'y a même pas besoin de prouver la culpabilité pour que la culpabilité existe. C'est-à-dire que dès l'instant où il existe un article qui dit, même en fait, parce qu'il est possible d'utiliser des mots comme emploi fictif, comme détournement de fonds publics, comme présomption de culpabilité. Et tous ces mots-là, il suffit de les dire en politique pour commencer à créer du discrédit sur la personnalité politique. Il peut arriver que ces chaînes, effectivement, ça donne à du bashing, à du lynchage aussi, parce que ça tient beaucoup à la structure des invités et des plateaux. C'est-à-dire qu'il se trouve souvent des plateaux assez unicolores, assez monocolores, où on parle d'un fait, d'une polémique, mais sans que les principaux concernés soient là. Donc ça se transforme en tribunal. Ça peut être vraiment des attaques pendant un quart d'heure d'un plateau de 5 personnes qui, pendant un quart d'heure, vont s'attaquer à une personne ou à une autre personne ou un fait qui est arrivé, et sans aucune contradiction. Et là, effectivement, ça devient problématique. À part Louis XIV qui aurait pu dire « ma personne est sacrée », Jules César peut-être, et encore. Il a montré qu'il était irrespectueux des institutions. C'est vraiment la ligne jaune qui est franchie, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon qui est son pire ennemi. Il persistait ici dans le complotisme. Aujourd'hui, c'est Staline. C'est Mao. Il a été odieux. Donc ce type est odieux et orgueilleux. Alors, il s'agit quasiment d'obstruction, de haine, de comportement déréglé. Le bruit et la fureur, c'est Hitler qui parlait comme ça. On voit qu'il y a une espèce de rage, de hargne corporatiste, qui n'est justifiée que par ça, c'est même pas raisonné. Ils nous détestent pour des raisons politiques, et ils nous haïssent pour des raisons corporatives. Et tout ça va se déchaîner. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas ça qu'on voit. On a l'impression que ce sont les insoumis qui abusent. Je veux juste souligner tous les mots que vous avez employés, vous tous, depuis tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, père sénère. Attendez, écoutez la fin parce que vous en rajouterez des mots. Non, je voudrais un petit peu... Vous savez, Antoine, on n'est pas là pour faire le procès, on est juste là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Mais vous procédez toujours, c'est ça qui est terrible, vous passez votre temps à discréditer les choses que vous avez à nous dire en étant excessif. Est-ce que c'est quand même pas complètement excessif, déplacé? Ça n'explique pas l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même dans un état de nerfs qui peut faire peur. On va prendre chaque sujet, mais à ce moment-là, vous allez me permettre de pouvoir répondre sur chaque sujet. Certainement pas. Vous avez des regrets par rapport à l'attitude de Jean-Luc Mélenchon le jour de cette perquisition, par exemple? On n'est pas là pour faire le tribunal avec vous. Mais bien sûr que si. Mélenchon, victime de lui-même. Vous faites pas un tribunal? Avec un point d'interrogation. Ça veut dire qu'ils font une émission en sachant que le but est de faire craquer quelqu'un. Si jamais j'avais pas été convaincu de ce que j'étais en train de faire, n'importe qui craque, quoi. Mon intime conviction, c'est qu'effectivement, ce dossier a été monté uniquement pour une opération médiatique et politique, sans aucun fondement juridique ou judiciaire, en tout cas sans aucune infraction qui a été commise ou qui aurait été commise, et que la volonté était peut-être de nuire à un homme politique de premier plan. Moi, j'ai l'impression que ça tombe toujours, enfin que ces critiques et ces formes de tribunaux médiatiques tombent toujours sur des gens plutôt à gauche, plutôt engagés dans des mouvements sociaux. Voilà, enfin, encore un exemple assez récent, c'est la grève des enseignants pour la correction du bac. Voilà, on a expliqué que c'était des extrémistes en voie de zadisation, voilà, quasiment des terroristes. Et j'observe que ça tombe effectivement toujours sur les mouvements sociaux, sur les mouvements contestataires, ancré à gauche. En ce moment, partout, en France, tous ceux qui ont travaillé avec moi ou qui ont été proches de moi dans les années dernières subissent une perquisition. On leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Voilà le début du nouveau ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Justice. Voilà ce qu'ils sont en train de faire dans tout le pays pour intimider et faire peur. Je vous demande de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur et de protester, parce que ça n'est pas de la justice, ça n'est pas de la police. Nous ne méritons pas un déploiement pareil, on croirait l'arrestation de je sais pas quoi, d'un gang, d'une bande, d'accord? Voilà à quoi sont occupés ces gens.
Ce Facebook que réalise Jean-Luc Mélenchon pendant la perquisition est très très commenté sur les chaînes info parce que c'est nouveau, parce que c'est jamais vu. Donc voilà, on passe son temps, les présentateurs passent leur temps à expliquer que c'est inédit, c'est jamais vu sous la Ve République, quelqu'un qui se filme en train d'être perquisitionné. Et effectivement, ces images tournent en boucle toute la journée. On commence à critiquer cette manière de servir des réseaux sociaux par Jean-Luc Mélenchon en expliquant que les réseaux sociaux, de toute façon, ce sont les réseaux des extrêmes. Donc que ça va alimenter le complotisme et la victimisation des militants de la France insoumise. Donc en fait, que c'est peut-être effectivement un coup monté pour se victimiser et pour entretenir le complotisme des militants de la France insoumise. En plus, il sait quels canaux il va utiliser. Parce que les canaux des extrêmes sont les canaux des réseaux sociaux. Ils ont énormément de followers, énormément de gens qui les suivent. Et donc, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et donc, il va utiliser cet outil-là pour justement faire une propagation de son message. Le plan de bataille des autres, c'est on fait des perquisitions, puis il y en a tellement que nécessairement ça fuite dans la presse, parce qu'il y a un journaliste qui traîne là, donc vous comprenez, etc. Donc le plan de bataille, c'est il y a les perquisitions, on est dans l'incapacité de réagir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a personne à son téléphone. À ce moment-là, on n'est pas capable de communiquer entre nous, on n'est pas capable non plus de communiquer au sens propre, c'est-à-dire de faire justement ce genre de trucs, des lives Facebook, des photos, etc., de raconter ce qui se passe. Et dans la foulée, logiquement, c'est les médias qui viennent raconter à notre place ce qui est en train de se passer. Et Jean-Luc, il a ce coup de génie du live Facebook, il reprend le contrôle de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. En réalité, face à cette campagne médiatique, on a deux options. La première, c'est d'essayer de s'exprimer, médiatiquement également. Donc c'est une option que nous avons évidemment prise, individuellement comme collectivement. Premièrement, il n'y a pas eu de surfacturation. Deuxièmement, Mediascope n'a pas surfacturé. Troisièmement, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Quatrièmement, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est très important, c'est posé. L'interview de Sofia Chikirou chez Rutel Kriev va remettre un petit peu les choses au point, parce que c'est la première fois, je pense, qu'il y a une interview aussi longue. Jusqu'à maintenant, on interviewait un petit peu les gens de la France insoumise à la sortie de l'Assemblée nationale, ou sur un plateau au milieu de gens qui étaient opposés, donc où ils étaient un peu face à un tribunal. Et là, pour une fois, il y a une discussion qui s'engage un peu sur le fond et où il y a des arguments qui sont échangés, des arguments qui sont apportés par Sofia Chikirou, et ça calme un peu les choses, parce que là, du coup, on comprend mieux ce qui se passe. On peut être d'accord, on peut juger qu'elle a raison, qu'elle a tort, qu'elle est peut-être allemand, je ne sais pas, mais au moins, ça remet, on sait de quoi on parle. Il y a toujours deux stratégies par rapport, disons, la contre-offensive par rapport au lawfare. Ça passe de toute façon par la mobilisation populaire. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. C'est-à-dire il faut faire prendre conscience à la population de ce qui est en train de se passer au-delà de son propre cas individuel. Parce que ce qui est en jeu, c'est pas simplement à ce moment-là une personne. Ce qui va être en jeu, c'est une conception même en réalité de la société. Aujourd'hui, le niveau de connaissance et disons de propagation de l'alerte et de la critique sur le lawfare augmente partout dans le monde. C'est un sujet qui est en train de naître. C'est un sujet qui est en train de s'imposer peu à peu dans le débat public. Il y a aujourd'hui, au Brésil en particulier, tous les gens qui se sont intéressés, qui peuvent être des gens qui étaient pro-Lula ou des gens qui étaient moins pro-Lula, mais qui s'inquiètent des dérives de ce type de justice-là en démocratie, aujourd'hui s'organisent, ont pris des initiatives pour justement interpeller les institutions internationales, l'ONU, la Cour de justice internationale, etc., pour qu'on reconnaisse ce délit de lawfare en quelque sorte. C'est en train de se faire, ça a déjà commencé. Si le lawfare s'impose, la seule manière de lutter contre le lawfare, c'est pas en accourant à la justice, puisque celle-ci est politisée, puisque celle-ci est injuste. Et donc, c'est évidemment la mobilisation populaire qui va pouvoir faire un contre-pouvoir, en fait, à ce pacte d'élite. On est prêt à subir l'acharnement que lorsqu'on voit que ça arrive, quoi. C'est-à-dire l'assurance sur le fait de vivre cette pression, tu peux être sûr que tu passes un peu cet obstacle que lorsqu'il est face à toi. Donc la seule chose qui est sûre quand tu es militant, c'est que tu dois faire face. Voilà. Tu dois faire face à ça. Ça ne veut pas dire que tu arrives à faire face et ça ne veut pas dire que tu surmontes l'obstacle. Et surtout, faire face, ça ne veut pas dire que tu sors indemne de ce face-à-face que tu as avec la répression policière, judiciaire, la répression d'État. Quand l'État exerce cette pression-là, la seule force qui est la tienne,
Le seul moyen de pouvoir éviter qu'on fasse de toi n'importe quoi, c'est le soutien le plus large. La solidarité, c'est la seule chose qui reste pour nous, en fait. Si on y va un par un, on est broyé. Voilà, si on avance tout seul, on se fait détruire par la machine en face. Ils ont toute la machine étatique pour détruire les gens un par un. On a la chance, entre guillemets, qu'ils pensent qu'on raisonne comme eux en face. C'est-à-dire qu'on a des gens individualistes qui gagnent des sommes faramineuses par rapport à ce qu'ils font. Et ils pensent que nous, petits peuples, on raisonne de la même façon. Et ce qui nous sauve, c'est notre solidarité, notre conscience en se disant on ne va pas se laisser faire et que les petites gouttes d'eau font les grandes rivières. On va continuer, il y a plein de lanceurs d'alerte, plein de gens qui mènent des combats différents et c'est que tous ensemble, parce que finalement c'est le peuple, nous on est très nombreux, on a des fois du mal à s'organiser, on a des fois du mal à se comprendre, mais finalement c'est la force populaire et c'est cette force qui va les arrêter parce qu'au bout d'un moment, ils représentent 1% de la population. Donc quand on aura pris conscience qu'on est beaucoup plus nombreux et que c'est nous qui dirigeons le pays si on veut vraiment le diriger et qu'on peut avoir quelque chose d'adapté à ce qu'on veut. On observe qu'il y a une utilisation toujours plus grande des instruments de justice, des instruments de police par le pouvoir néolibéral, tout simplement parce que à partir du moment où il est contesté par toujours plus de monde, moi mon point de vue c'est qu'il devient de plus en plus autoritaire. Et moi j'hésite pas à dire qu'aujourd'hui, en réalité c'est un régime autoritaire qui s'installe, faut pas avoir peur des mots. Il y a une nécessité à regrouper nos forces sur la question de l'anti-répression. Personne n'est protégé lorsqu'il revendique. De ces journées, je garde d'abord une énorme tristesse. Qu'on m'ait infligé ça, qu'on ait infligé à mes proches, à mes amis, qu'on ait donné cette image de la justice et de la police. Parce qu'après, passe derrière pour expliquer qu'il faut respecter la loi, c'est très difficile. La seule chose dont je pourrais dire que je suis fier, c'est que personne n'a baissé les yeux en cette circonstance. Les députés ont accouru aussitôt. Les militants politiques, les dirigeants sont arrivés. On est en pleine heure de travail, certains quittent leur boulot pour venir. De ça, oui, je suis fier parce que je me dis, il y a un ressort d'indignation et d'insoumission qui est assez puissant pour que tous ces gens prennent ce risque. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile de tenir tête. Aucun de mes amis, dans cette circonstance, n'a failli à son devoir. J'en veux beaucoup à tous ceux qui ont organisé ça. Mais je pense que leur niveau de conscience est très faible et puis ils ont tort de croire qu'ils resteront impunis. Moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver. D'une certaine façon, peu m'importe. Ma vie est faite et la part d'affection que je me suis assurée ne sera pas remise en cause. Mais eux, oui. Eux, un jour viendra où ça se saura. Pourquoi ils ont fait ça, qui l'a fait. Et ça, c'est que la petite partie de ce qu'on voit. Il n'y a pas un cas Mélenchon. France Insoumise, c'est un aspect de quelque chose de beaucoup plus ample, qui est une méthode générale, permanente. Ils l'ont utilisée de toutes les manières possibles. Donc vous voyez, il y a un effet de système. Un jour, tout ça finira par arriver à la lumière. Bon, j'espère le voir.